La tempête hurlait comme si la mort elle-même cherchait à quelle porte frapper cette nuit-là. La forêt des Vosges gémissait sous les assauts du vent, les sapins ployaient, se délestant de leurs lourds manteaux de neige, et le gel s'infiltrait sous n'importe quel vêtement, même le plus épais. Mais là, au bord de la gorge du loup, seuls deux êtres ne sentaient pas le froid. L'une d'entre eux était indifférente. Elle partait. La louve, immense, grise, les flancs creusés par une faim tenace, jeta un dernier regard en arrière. Ses yeux jaunes, pareils à deux topazes glacés, s'attardèrent une fraction de seconde sur une petite boule de poils blancs, inerte dans une congère. Son regard était vide. Ni pitié, ni regret, seulement le calcul sec et implacable du prédateur. L'hiver était trop rude, bien trop impitoyable. Son lait ne suffirait pas pour tous. Ce dernier né de la portée, étrange, blanc comme la neige qui tombait, trop faible pour survivre, n'était qu'une bouche de plus à nourrir, un fardeau. La louve émit un grognement sourd, pressant ses autres louveteaux, robustes et sombres, de la suivre, et sa silhouette se fondit dans le blizzard laiteux. La petite boule abandonnée tressaillit. Il ne savait pas encore qu'il venait d'être condamné. Il sentait simplement la chaleur du flanc de sa mère s'éloigner, disparaître à jamais. Il tenta de pousser un gémissement, mais le vent lui remplit aussitôt la gueule de neige poudreuse. Le froid, d'abord doux et insidieux, puis mordant et anesthésiant, commença à envelopper son petit corps, lui promettant une paix éternelle. Quel temps de chien, nom d'un chien, cracha Jean en s'emmitouflant plus étroitement dans son lourd manteau d'hiver. Son souffle se condensa en un nuage blanc avant d'être balayé par la tourmente. On se fait vieux pour ces promenades, toi et moi, Goliath. L'énorme berger du Caucase, qui ressemblait plus à un jeune ours qu'à un chien, posait ses pattes pesantes exactement dans les empreintes de son maître. Goliath entamait sa 12e année. Pour un chien de sa taille, c'était un âge canonique, une vieillesse profonde. Son museau avait presque entièrement blanchi. Son œil gauche pleurait constamment et ses articulations le lançaient chaque matin, si bien qu'il peinait à se lever de sa couche. Mais il connaissait son devoir. Tant que Jean ferait sa ronde autour de la bergerie, Goliath marcherait à ses côtés. Même s'il devait ramper pour le faire. Ils atteignirent le bord de la gorge du loup. Jean s'arrêta pour reprendre son souffle, le vent lui cinglant le visage de cristaux de glace. « Allez, on rentre » halta le vieil homme en ajustant son fusil de chasse sur son épaule. « Y a personne. Faut être fou pour traîner dehors par une tempête pareille. » Il se tourna vers la maison forestière, mais son chien se figea soudain. Goliath leva sa tête hirsute, les naseaux frémissants, humant l'air. À travers l'odeur âcre des conifères et la fraîcheur pure du gel, quelque chose d'autre parvenait jusqu'à lui, une odeur faible, vacillante, une odeur de sang et de mort imminente. Et aussi, l'odeur de l'ennemi. Le chien émit un grondement sourd et profond. Les poils de son échine se hérissèrent. « Qu'est-ce que tu as, mon vieux » s'inquiéta Jean, retirant la sécurité de son fusil à 2 coups. « Des loups » Goliath ne répondit pas. Il fit un pas de côté, vers une congère formée au pied d'un pin déraciné. Puis un autre. Son grognement n'était pas agressif, plutôt interrogateur. Le chien s'approcha de la congère et commença à fouiller la neige avec son museau. « Ne va pas là-dedans » cria Jean. Il pourrait y avoir un piège à loup. Mais Goliath avait déjà retiré quelque chose de la neige. Il le tenait délicatement entre ses crocs, comme s'il s'agissait de son propre chiot. Jean s'approcha, plissant les yeux contre le vent. Le chien déposa sa trouvaille près des bottes d'hiver de son maître. Sur la neige immaculée gisait un louveteau, minuscule, pas plus grand qu'une moufle, blanc comme la neige elle-même. Seul son petit nez noir le trahissait. Il ne bougeait pas. « Putain de saloperie » souffla Jean. Une engeance de loup. Le vieil homme, avec un dégoût visible, donna un léger coup de botte dans le petit corps inerte. Il est déjà crevé. Bon débarras. Ça fera un tueur de moins. Allons, Goliath. Jean fit volte-face, mais le chien ne bougea pas d'un pouce. Il se tenait au-dessus du louveteau et fixait son maître de ses yeux intelligents, presque humains. Goliath, au pied, ordonna sèchement Jean. Le chien baissa la tête et lécha le louveteau. Une fois. 2 fois. Sa langue rêche et chaude parcourut la fourrure glacée. Le louveteau agita une patte, un mouvement à peine perceptible, mais il l'agita. La vie, têtue et féroce,
refusait de quitter ce corps minuscule. Il est vivant. Siffla Jean. Son visage s'assombrit. Il haïssait les loups. 3 ans auparavant, une meute avait massacré la moitié de son troupeau de moutons. Pas par faim, non, juste pour le plaisir sadique de tuer, égorgeant les bêtes avant de les abandonner sur place. Ce jour-là, Jean s'était juré qu'aucun loup n'échapperait à sa balle. « Écarte-toi, Goliath. » La voix du vieil homme était devenue dure comme le métal. Jean épaula son fusil, le cassa pour vérifier les cartouches. Le déclic métallique résonna dans le silence de la forêt comme une sentence de mort. On ne peut pas avoir pitié de ces bêtes. Il grandira et c'est ta gorge qu'il tranchera. Écarte-toi, je te dis. Il visa. Le guidon dansait devant ses yeux, mais la distance était ridicule. Impossible de rater. Un seul coup, et le problème serait réglé. Le louveteau tressaillit de nouveau et laissa échapper un couinement plaintif. Le son était si faible, si ténu, qu'il ressemblait aux pleurs d'un nouveau-né. C'est alors que Goliath fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. De toute sa longue et loyale vie, il n'avait jamais désobéi. Il fit un pas en avant et s'interposa entre le canon du fusil et le louveteau. Sa large poitrine de molosse masquait complètement la cible. « Mais t'es devenu fou ou quoi » s'étrangla Jean, stupéfait. « Dégage de là !» Goliath ne bougea pas. Il retroussa sa lèvre supérieure, dévoilant des crocs jaunes et usés. De sa gorge s'éleva un grondement bas, rocailleux. Ce n'était pas un avertissement pour un loup. C'était un avertissement pour son maître. « Tu grognes contre moi » Jean abaissa son fusil, abasourdi. « Contre moi ? Pour ce misérable bout de viande ? Mais je vais te... » Le vieil homme leva la crosse de son fusil pour frapper. Le chien ne scia même pas. Il se tenait là, prêt à mourir. Dans ses yeux, Jean lut quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était pas de l'insubordination, c'était une loi. Une loi de justice supérieure que les bêtes connaissent souvent mieux que les hommes. On n'achève pas un être à terre, on ne tue pas les enfants. Jean regarda son vieil ami, ses pattes tremblant sous la tension, son museau grisonnant, la détermination inflexible dans son regard. Et quelque chose se brisa à l'intérieur du vieux berger. La colère s'évanouit, ne laissant place qu'à une infinie lassitude. « Allez au diable, tous les deux !» gronda Théil, remettant le fusil sur son épaule. Complètement sénile, ce vieil imbécile. Et mon chien est aussi stupide que moi. Jean se pencha, attrapa le louveteau par la peau du cou et le fourra sans ménagement sous son manteau d'hiver, contre sa poitrine. La boule de glace lui brûla la peau. « N'espère rien, je ne le nourrirai pas, marmonna-t-il à l'adresse du chien. S'il n'est pas mort d'ici demain matin, je le jette dehors. Compris ? Goliath remua la queue une seule fois. Poussant un lourd soupir, il se mit en marche vers la maison, laissant derrière lui de profondes empreintes dans la neige. Blotti contre le corps chaud de l'homme, au creux du manteau, le petit cœur d'un futur prédateur commençait à dégeler, le cœur de celui qui, un jour, les changerait tous. Le matin suivant ne commença pas avec le chant du coq, mais avec un silence profond. La tempête s'était calmée, laissant derrière elle des congères hautes jusqu'à la taille et un gel cristallin qui faisait teinter l'air. En grognant, Jean laissa pendre ses jambes du bord de son lit. La maison de campagne était glaciale. Son premier regard fut pour la vieille peau de mouton dans un coin de la pièce, là où dormait Goliath. « Alors, mon vieux, siffla-t-il, notre trouvaille a rendu l'âme » Goliath leva sa grosse tête. Sous son flanc poilu et chaud, quelque chose remua. Un nez noir et humide sortit de la fourrure, puis la tête entière. Les oreilles du louveteau pendaient encore mollement, et ses yeux, d'un bleu laiteux comme de la glace fondue, observaient le monde avec une surprise enfantine. Il était vivant. Et pas seulement vivant. Il tétait avidement, essayant de trouver du lait sur le vieux mâle. Quelle honte! Jura Jean sans méchanceté, mais une note de soulagement perçait dans sa voix. Il t'a pris pour sa mère? Eh bien, regarde-moi ça, Goliath. C'est toi qui l'as ramené, c'est à toi de t'en occuper. Je n'ai pas été engagé pour nourrir les parasites. Jean versa du lait de chèvre dans une soucoupe, le délayant avec un peu d'eau chaude, et la posa sur le sol. Mange. Le louveteau plongea son museau dans le lait, éternua, renifla, éclaboussant des gouttes blanches partout,
mais il commença à laper. La voracité avec laquelle il mangeait trahissait la bête en lui. Il ne se contentait pas de manger, il luttait pour sa vie à chaque lampée. Blanc, dit soudain Jean, en regardant la fourrure du chiot qui, à la lumière du jour, paraissait presque argentée. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Ce n'est pas un nom, juste une description. L'hiver s'éternisa, cédant à contre-cœur sa place à un printemps boueux, et Blanc grandissait à vue d'œil. C'était une croissance étrange. Les chiots du village étaient généralement stupides, bruyants, se faufilant sous les pieds, gémissant, mordillant les bottes. Blanc était différent. Il ne faisait presque aucun bruit, ne pleurait pas quand il avait faim, n'aboyait pas sur les oiseaux qui passaient. Il se contentait d'observer, assis pendant des heures sur le porche, les pattes avant étendues, fixant la forêt. Ses yeux changèrent rapidement de couleur, devenant d'un ambre perçant, jaune comme deux lunes. Il n'y avait pas de dévotion canine en eux, seulement une attention froide et calculatrice. Le seul être devant lequel il s'adoucissait était Goliath. C'était une amitié stupéfiante. L'énorme berger du Caucase, lourd comme une armoire, et le louveteau agile et nerveux. Goliath permettait tout au petit. Blanc se suspendait à ses oreilles, lui mordait la queue, sautait sur son dos. Le vieux chien plissait simplement les yeux et grognait sourdement lorsque les dents de lait acérées le pinçaient un peu trop fort. Goliath lui apprenait à vivre, lui apprenait à ne pas se mettre sous les sabots des chèvres, à distinguer l'odeur de l'ami de celle de l'étranger. Et Blanc apprenait instantanément. Mais la nature reprenait toujours ses droits. Un jour, Jean leur jeta un os. N'importe quel chien s'en serait emparé et aurait couru le ronger dans un coin. Blanc fit autrement. Il se coucha à plat ventre sur le sol. Les poils de son échine se hérissèrent, et il bondit. Il ne courut pas, il bondit, comme pour abattre une proie imaginaire. Ses mouvements étaient économiques, vifs, parfaits. Jean, qui fumait sur le porche, observa la scène. Un loup reste un loup, murmura-t-il en secouant la cendre de sa cigarette. On a fait une erreur, Goliath. Une grosse erreur. Un jour, il voudra du sang. Ce qui est caché finit toujours par se révéler. Jean vivait à l'écart, mais il devait bien se rendre à l'épicerie du village. Ce jour-là, son voisin Stéphane, le bavard et l'ivrogne local, mais un homme à l'œil vif, passa le voir. Il venait demander du sel et aperçut Blanc, devenu un adolescent, couché près de la niche de Goliath. Stéphane se figea près du portail. L'effet de l'alcool s'évapora instantanément. Jean. La voix du voisin tremblait. C'est quoi, ça, que t'as là? Blanc leva la tête. Il n'aboya pas. Il se contenta de regarder Stéphane. Son regard jaune et fixe transperça l'homme. Un chien, grommela Jean en sortant sur le porche. Un croisé husky. Un husky, mon œil. Piailla Stéphane en reculant. Mais qui t'a recueilli, vieux fou? C'est un loup. Il a une gueule plus large que la tienne. Les oreilles pointues, la queue raide comme un bâton. Tu veux des ennuis? Va-t'en, Stéphane, dit Jean en s'avançant pour masquer la bête. C'est ma cour, et mon chien ne mord pas. Pas encore. Cria Stéphane, déjà de l'autre côté de la clôture. Je vais le dire aux gendarmes. Je vais mettre tout le village au courant. Il nous égorgera tous. Souviens-toi de mes paroles. Garder un loup chez soi, c'est comme inviter la mort à dîner. Le soir, plus personne ne s'approcha de la maison de Jean, mais le vieil homme sentait la tempête gronder. Le village était en émoi, les gens avaient peur, et dans ces contrées, la peur se transformait vite en haine. Jean était assis dans la grange, triant de vieux harnais. Son humeur était exécrable. Stéphane n'avait pas menti. Si le gendarme venait, Blanc serait abattu. Sans discussion. Il n'existait aucune loi autorisant à garder une bête sauvage dans sa cour. Peut-être que je devrais le faire moi-même? Une pensée terrible lui traversa l'esprit. L'emmener dans la forêt et l'abattre, avant qu'il ne cause un malheur. Dans un coin de la grange, Goliath mangeait bruyamment dans sa gamelle. Pour le dîner, Jean lui avait préparé une potée avec des restes de viande. Le chien mangeait lentement, laissant tomber de la nourriture. Sa vue et son odorat faiblissaient, ses réactions étaient lentes. Soudain, un bruissement se fit entendre dans le coin où le grain était stocké.
D'un trou dans le plancher sortit un rat. Pas une simple souris, mais un surmulot énorme et gras, le maître arrogant des sous-sols. Le rongeur sentit l'odeur de la viande. Il n'avait pas peur du vieux chien. Le rat se précipita vers la gamelle, droit vers le museau de Goliath. Goliath, surpris par tant d'audace, sursauta, claqua des dents, mais manqua sa cible. La vieillesse. Il ne put qu'aboyer faiblement lorsque le rat, en grognant, le mordit à la lèvre et visa un morceau de viande. Jean voulut attraper une pelle, mais il n'eut pas le temps. Une ombre tomba des poutres sombres du plafond. Sans un son, sans un grognement. C'était blanc. Tout se passa en une fraction de seconde. Jean ne vit même pas le mouvement, seulement une silhouette grise et floue. Le claquement des mâchoires résonna comme un coup de carabine. Le cri aigu du rat fut coupé net. Blanc atterrit sur ses quatre pattes, avec la souplesse d'un chat. Entre ses dents, il tenait le surmulot, sectionné en deux. Il ne le mangea pas. Il recracha le cadavre avec dégoût, loin de la gamelle de Goliath, puis s'approcha du vieux chien et, délicatement, du bout de la langue, lécha sa lèvre mordue. Goliath, remuant la queue, frotta son nez avec gratitude contre le cou de son fils adoptif et continua de manger. Blanc s'assit à côté, gardant le repas de son père. Il regardait autour de lui, et dans sa posture, il y avait une telle force, une telle menace concentrée contre tout le monde hostile, que Jean laissa retomber sa main qui tenait la pelle. Le vieil homme s'adossa au mur de la grange, sentant son cœur battre à tout rompre. Il venait d'assister à quelque chose qui dépassait son entendement. Le loup n'avait pas seulement tué, il avait protégé. Il avait protégé un vieux chien faible, lui cédant sa nourriture alors que lui-même avait faim. Alors, tu n'es pas une bête, murmura Jean dans l'obscurité. Ou alors, une bête avec une âme plus pure que celle des hommes. Il comprit qu'il ne pourrait jamais abattre Blanc, ni le livrer aux gendarmes. Désormais, ils étaient liés, un trio de parias contre le reste du monde. Mais Jean ne savait pas encore que cet incident avec le rat n'était qu'un jeu d'enfant. La véritable épreuve de loyauté les attendait, lorsque de la forêt s'élèverait cet hurlement qui glace le sang dans les veines. Dans la forêt des Vosges, le temps s'écoule différemment. Il ne se mesure pas en heures, mais en saison, pas en calendrier, mais en couches de feuilles mortes. Une année passa. La boule de poil qui tenait dans une moufle avait disparu. À sa place, dans la cour de Jean, vivait désormais une créature dont la seule vue faisait baisser la queue aux chiens du village et faisait s'agiter les chevaux dans leur stall à 1 kilomètre à la ronde. Blanc avait grandi. Ce n'était pas seulement un loup. C'était une machine à survivre, créée par la nature dans un moment d'inspiration particulière. Au garrot, avec une poitrine large et puissante et des pattes capables de briser la croûte de neige gelée, il se déplaçait avec une grâce effrayante. Sa fourrure était devenue grise argentée, épaisse, impénétrable au vent. Mais le plus effrayant, c'étaient ses yeux. Ambrés, intelligents. Il regardait le monde sans méchanceté, mais avec une telle supériorité calme que même Jean détournait parfois le regard. Alors, la bête ? Le vieil homme apporta un seau de potée. À table. Blanc était à la chaîne, une longue chaîne qui coulissait le long d'un câble tendu à travers la cour, mais une chaîne tout de même. Jean avait été contraint de l'attacher après que Blanc eut sauté la clôture de 2 mètres et rapporté un renard étranglé, le déposant sur le porche de la voisine. Le scandale avait été difficile à étouffer. Près du loup, Goliath chauffait ses vieux os au soleil. Le temps avait été sans pitié pour lui. Le berger du Caucase avait décliné. Ses pattes arrière pliaient à peine. Il marchait d'une démarche lourde et traînante, toussant souvent. Blanc s'approcha de la gamelle, mais ne commença pas à manger. Il poussa le seau du museau en direction de Goliath. « Regarde-moi ça » ricana Jean. Le grand protecteur. Le loup attendit que le vieux chien s'approche en grognant et commence à manger. Ce n'est qu'alors que Blanc entama son propre repas. Après manger, le jeu commença. De l'extérieur, cela avait l'air terrifiant. L'énorme loup jetait le chien à terre, claquant des mâchoires tout près de sa gorge. Mais Jean savait que Blanc ne serrait pas les dents, il jouait, se laissant battre. Il se laissait tomber sur le dos, exposant son ventre sans défense, permettant au vieux Goliath de se sentir victorieux. Il comprend, pensait Jean en regardant par la fenêtre. Il comprend que son père est en train de mourir. Il lui dit adieu. L'automne de cette année-là fut angoissant.
La forêt était silencieuse, sur ses gardes, comme avant de bondir. Les oiseaux avaient migré tôt. Le changement chez Blanc se produisit en une seule nuit. C'était fin octobre, lorsque les premières gelées sérieuses frappèrent. Jean fut réveillé par les hurlements de Goliath. Il n'aboyait pas, il hurlait. Un hurlement plaintif, désespéré, caché sous le porche. Le vieil homme enfila son manteau, attrapa son fusil et se précipita dans la cour. La lune inondait tout d'une lumière blafarde et mortelle. Blanc se tenait au milieu de la cour. La chaîne était tendue comme une corde de violon. Il n'hurlait pas. Il se tenait là, immobile comme une statue, le museau tourné vers la forêt, vers le mur noir des sapins. Ses oreilles, de véritables radars, captaient ce que l'oreille humaine ne pouvait distinguer. Et c'est alors que Jean entendit. Au début, cela ressemblait au gémissement du vent dans une cheminée, mais le son s'intensifia, se multiplia, se décomposa en plusieurs voix. Un hurlement, lointain, prolongé, un cœur qui glaçait l'âme. Ce n'était pas l'appel des chiens du voisinage, c'était le chant de la mort. Une meute était apparue dans la forêt, une meute étrangère, nombreuse. Goliath, recroquevillé au fond de sa niche, tremblait de tous ses membres. Son instinct criait « Ennemi, tueur, cache-toi ». Mais avec Blanc, quelque chose de terrible se produisait. Les poils de son échine ne se hérissaient pas de peur. Au contraire, ils se lissèrent. Sa queue n'était pas entre ses pattes. Lentement, rythmiquement, il la battait contre ses flancs. Le loup eut l'air. Dans cette odeur de nuit glaciale et de conifères lointains, il ne sentit pas une menace. Il sentit sa famille. Dans son sang bouillonnait ce qui avait dormi pendant 1 an et demi. La mémoire de ses ancêtres. Un appel plus fort que la faim, plus fort que l'amour pour son maître, plus fort que l'habitude. Blanc, cria Jean, sentant que quelque chose n'allait pas. Doucement, c'est chez toi ici. Le loup tourna lentement la tête. Jean recula d'un pas. Ce n'était pas son Blanc qui le regardait, pas le chiot ridicule qu'il avait réchauffé contre sa poitrine. Un étranger le fixait. Dans ses yeux jaunes, il n'y avait plus de reconnaissance. Les pupilles s'étaient dilatées, absorbant l'iris. Elles ne reflétaient plus que la lune et la forêt. Ne fais pas l'idiot, murmura Jean, reculant encore et serrant plus fort son fusil. Le hurlement dans la forêt devint plus fort. Il appelait. Il exigeait, il promettait la liberté, la chasse, le sang chaud sur la neige et la course, une course infinie sous les étoiles. Blanc émit un son que Jean n'avait jamais entendu de lui. Ce n'était ni un aboiement, ni un grognement. C'était un gémissement guttural, vibrant, une réponse. « Silence !» cria le vieil homme. Mais il était trop tard. Blanc s'élança. Ce n'était pas la traction d'un chien testant la solidité de sa chaîne. C'était une explosion de muscles. 60 kilos de poids vif, multipliés par la fureur sauvage de l'instinct, projetés en avant. Un son terrible se fit entendre. Un tintement de métal brisé et un craquement de bois. Le vieux mousqueton, fixé à un poteau de la clôture, n'avait pas résisté. Il fut arraché avec un morceau de bois. Mais le collier que Jean avait cousu lui-même dans un double cuir brut, tenait bon. Blanc tomba, fit une culbute, halta, le collier l'étranglait. N'importe quel chien aurait abandonné, gémissant de douleur. Mais le loup ne sentit même pas la douleur. Il était enragé. Il se mit à se débattre, à tourner sur lui-même comme une toupie, se heurtant au sol, à la clôture, à la niche. « Arrête! Tu vas te tuer !» Jean jeta son fusil et courut vers lui pour détacher le mousqueton avant que la bête ne se brise le cou. Mais il n'arriva pas à temps. Blanc prit appui sur ses pattes, cambra le dos et tira en arrière avec une force si monstrueuse qu'on aurait dit que sa tête allait s'arracher. Crac! La boucle ne résista pas. L'ardillon déchira le cuir. Blanc fut projeté en arrière, roula sur lui-même et se releva aussitôt sur ses pattes. Il était libre. Un silence s'installa pendant une seconde. Seul le vent et le hurlement lointain. Jean se tenait à 3 pas de la bête. Sans son fusil. Le loup respirait lourdement. Sur son cou, une profonde marque laissée par le collier. Sa fourrure était hérissée. Il regarda le vieil homme. Dans ce regard, pendant un instant,
quelque chose de familier brilla, une ombre de regret, un adieu. Puis il tourna son regard vers la niche où se cachait Goliath. Le loup renifla doucement, le son qu'il utilisait habituellement pour appeler le chien à jouer. Mais Goliath ne sortit pas. Le hurlement dans la forêt changea de tonalité. Il devint un appel pressant. Blanc se retourna. D'un seul bond, sans élan, il s'envola par-dessus la clôture de 2 mètres. Pendant une seconde, sa silhouette se découpa sur le fond de l'immense lune. Un prédateur parfait, sauvage, sublime. Et il disparut dans l'obscurité. Le matin était gris et vide. Jean était assis sur le porche, faisant tourner le collier déchiré entre ses mains. À côté de lui, Goliath avait posé sa tête sur les genoux de son maître. Le chien soupirait lourdement, comme pour s'excuser d'être vieux et de ne pas avoir pu retenir son fils adoptif. « Ce n'est rien, Goliath, dit doucement Jean. Ce n'est rien. » Il regarda la forêt, qui semblait maintenant encore plus sombre et hostile. On a beau nourrir le loup, il regarde toujours vers la forêt. Les gens disent vrai. Il est parti rejoindre les siens. Il est parti. Jean se leva et accrocha le collier déchiré à un clou près de la porte. Mais mon cœur me dit, mon vieux, que ça ne présage rien de bon. Ils ne l'accepteront pas. Il est un étranger là-bas. Il sent l'homme, il sent la bonté. Et dans la forêt, pour la bonté, on se fait tuer. Le vieil homme ne savait pas à quel point il avait raison. Blanc courait vers son destin, et ce destin grinçait des dents dans le sourire de son propre frère, Balafré. La liberté sentait les aiguilles de pin, les feuilles en décomposition et le vent glacial. C'était enivrant. Blanc courait sans regarder où il allait, guidé seulement par son instinct et cet appel qui pulsait dans ses tempes. Ses pattes, habituées à la terre battue de la cour, rebondissaient maintenant sur le sol gelé de la forêt. Ses muscles fonctionnaient comme des pistons. Il ne sentait pas la fatigue. Il sentait qu'à chaque bond, l'odeur de la niche, l'odeur de la potée, l'odeur des mains humaines s'évaporait de lui. Il rentrait chez lui, dans un endroit où il n'avait jamais été, mais dont chaque cellule de son corps se souvenait. La forêt s'épaississait. Les sapins se dressaient ici comme un mur, vieux, hirsute, couvert de lichen. Le pied de Jean n'avait jamais foulé ce sol. C'était un territoire étranger. Blanc ralentit sa course. Les poils de son échine se hérissèrent d'eux-mêmes. Les odeurs avaient changé. La fraîcheur avait été remplacée par une odeur lourde de musc, de sang séché et de chien mouillé. L'odeur de la meute. Il déboucha dans une clairière baignée de lumière lunaire et se figea. Ils étaient 7. Cette ombre grise se confondant avec les congères. Ils n'hurlaient pas. Ils se tenaient en silence, l'entourant en demi-cercle. Blanc était plus grand que n'importe lequel d'entre eux. La vie à la ferme l'avait rendu puissant, un athlète à la poitrine large. Sa fourrure argentée luisait. Les loups sauvages étaient différents. Ils étaient maigres, nerveux. Leur fourrure était emmêlée, leurs flancs creusés par une faim éternelle. Mais dans leurs yeux brûlait un feu si mauvais, si désespéré, que Blanc n'avait jamais vu chez le Goliath repu. Du centre du demi-cercle s'avança le chef. Il était énorme, presque de la taille de Blanc. Une de ses oreilles avait été arrachée à la base, et une vilaine cicatrice ancienne barrait son museau, de l'œil à la gueule, le privant de poils sur la joue gauche. Balafré. Blanc eut mal l'air. L'odeur du chef lui frappa les narines. Une odeur familière. La même dont il se souvenait de son enfance lointaine et oubliée dans la congère. C'était son frère. Celui qui avait survécu, celui que leur mère n'avait pas abandonné. Balafré s'approcha tout près. Il ne grognait pas, il étudiait. Son œil jaune transperçait le nouveau venu de haine et de reconnaissance. Le chef renifla le cou de Blanc. Là où la marque du collier était encore à vif, Balafré renifla avec un mépris bruyant. Esclave, lisait-on dans ce son. Tu sens l'homme. Blanc se tenait immobile, la queue haute. Il n'avait pas l'intention de se soumettre, mais ne voulait pas non plus se battre. Il était venu rejoindre les siens. Balafré montra les crocs, découvrant ses gencives, mais n'attaqua pas. Il se retourna et marcha lentement vers le bord de la clairière, où quelque chose de sombre gisait à l'ombre des arbres. La meute s'écarta. Là, dans la neige, un jeune élan adolescent respirait lourdement. Il avait été pourchassé,
Mordu aux pattes arrière, il était épuisé. Il n'essayait même plus de se lever, roulant seulement des yeux terrifiés. La meute attendait. Ils avaient faim, la salive coulait de leurs crocs, mais personne n'osait toucher à la proie sans un ordre. Balafré s'approcha de la victime. Il regarda Blanc, puis l'élan, et fit un geste de la tête invitant. C'était un test. Tu veux être des nôtres? Tu. Montre que tu es un chasseur, pas un chien de garde. Blanc s'approcha de l'élan. L'odeur de la peur et du sang chaud lui montait à la tête. L'instinct hurlait, déchire. Son estomac, habitué à la potée, se contracta. Le jeune élan le regarda. Dans son grand œil sombre se reflétait la lune. Et Blanc se souvint. Il se souvint de Goliath le léchant, petit et sans défense. Il se souvint comment lui-même avait protégé Goliath du rat. Cet élan n'était pas un ennemi. Il n'attaquait pas, il était une victime. Dans le monde de Jean et de Goliath, on ne tuait que par nécessité ou pour se défendre. Ici, on lui proposait le meurtre comme un rituel, un droit d'entrée. Blanc baissa la tête vers le cou de l'élan. La meute se tendit, attendant le craquement des vertèbres. Mais Blanc se contenta de frotter son nez contre la fourrure chaude, renifla et se détourna. Il recula d'un pas, regarda Balafré et s'assit, calme, indifférent. Un murmure parcourut la clairière. C'était inouï. Refuser une proie était une insulte, une faiblesse. Les yeux de Balafré s'injectèrent de sang. Il ne pouvait pardonner une telle humiliation. Ce rejeton bien nourri, pomponné par l'homme, osait faire la fine bouche devant la nourriture dont la meute rêvait depuis une semaine. Le grognement du chef déchira le silence. Balafré chargea, rapide comme l'éclair. Ce n'était pas une mise à l'épreuve, c'était une attaque pour tuer. Les crocs claquèrent à 1 centimètre de la gorge de Blanc. Blanc réussit à esquiver. Il avait d'excellents réflexes. Il frappa son frère de la poitrine, le projetant de côté. La masse était du côté de Blanc. Mais la fureur et l'expérience étaient du côté de Balafré. Ils s'enchevêtrèrent dans une boule de chair hurlante et grognante. La neige vola en tourbillon. Balafré se battait salement. Il visait l'aine, les yeux, déchirait les oreilles. Blanc se battait comme un chien, honnêtement, essayant de plaquer son adversaire au sol, de l'immobiliser, mais pas de le tuer. Et ce fut son erreur. Balafré se contorsionna comme un serpent et lui lacéra l'épaule de ses crocs. Le sang chaud gicla sur la neige. La douleur le brûla, le ramena à la réalité. La meute commença à resserrer le cercle, montrant les crocs. Ils attendaient l'ordre de déchiqueter l'étranger. Blanc comprit, ici, il n'y a pas de frères, pas de règles. Il n'y a que la faim et la mort. Il repoussa Balafré d'un puissant coup de patte, gagnant une seconde, et s'élança vers les arbres. Non pas en fuyant lâchement la queue entre les jambes, mais en se repliant stratégiquement. Il sauta sur un rocher, montra ses crocs ensanglantés et émit un grognement qui fit même hésiter Balafré. N'approche pas. Balafré ne le poursuivit pas. Il respirait lourdement, crachant la fourrure de son frère. Il se tourna vers l'élan et, d'un seul coup, lui trancha la gorge. La meute se jeta sur la nourriture. Blanc se tenait sur le rocher dans l'obscurité, regardant le festin. Il était un étranger au village des hommes. Il était maintenant aussi un étranger dans la forêt. Trop sauvage pour l'homme, trop humain pour le loup. Le sang de sa blessure à l'épaule gouttait sur la neige blanche, laissant des points rouges. Blanc lécha sa blessure. Le goût de son propre sang était salé et amer. Il ne retourna pas chez Jean. Sa fierté ne le lui permettait pas. Mais il ne rejoignit pas non plus la meute. Il devint une ombre. Il resta dans la forêt, errant en cercle autour du territoire de la meute et du territoire des hommes. Un solitaire, un paria. Mais il ne savait pas encore que cette position entre deux feux deviendrait bientôt la seule chance de salut pour ceux qui l'aimaient encore. L'hiver ne faisait que commencer, et la faim obligerait bientôt Balafré à tourner son regard vers la maison où vivait un vieux chien sans défense. Janvier, dans la forêt, est appelé le mois des oiseaux morts. Le gel était si intense que les mésanges tombaient des branches comme des pierres de glace. La forêt résonnait de silence. La neige était devenue dure comme du béton et crissait sous les pattes si fort que toute chasse devenait un supplice. La faim. Elle était la maîtresse des lieux.
Elle errait entre les troncs noirs, regardait dans les terriers, poussant les bêtes à des actes insensés. La meute de Balafré avait diminué. 2 jeunes loups n'avaient pas survécu à la semaine précédente. Il en restait 5 ombres dont les côtes saillaient sous une fourrure emmêlée, et dans les yeux desquels brûlait un feu terne et fou. Balafré était allongé sur une colline qui dominait la vallée. En bas, à 1 kilomètre, un filet de fumée grise s'élevait, sentant le brûlé et la nourriture. Une habitation humaine. Le chef savait qu'aller vers les hommes était un suicide. Il y avait des fusils, des pièges et la mort. Mais dans la forêt, la mort était encore plus présente. Les élans étaient partis vers des territoires plus riches. Les lièvres s'étaient enfouis profondément sous la neige. Il ne restait qu'une seule proie, celle qui bêlait dans une grange chaude. Balafré se leva, ses pattes tremblaient de faiblesse, mais sa volonté était de faire. Il regarda sa meute. Ils comprirent sans un mot. Cette nuit, soit ils mangeraient, soit ils mourraient. Il n'y avait pas de troisième option. Le chef renifla, se souvenant de l'odeur de cette maison. Un vieil homme y vivait, et un chien. Un vieux chien décrépit, dont Balafré se souvenait de l'odeur sur la fourrure de son frère traître. Une proie facile. La meute se mit en marche vers le bas. Silencieusement, à la queue leu-leu, comme un ruisseau gris coulant le long de la pente. Blanc les vit. Il était devenu le fantôme de cette forêt. En 2 semaines de solitude, il avait changé. Le lustre de l'animal domestique avait disparu. La cicatrice sur son épaule avait guéri, mais laissé une bande de peau nue. Il avait maigri, s'était affiné, mais était devenu encore plus rapide, encore plus dur. Il avait appris à dormir dans la neige, enroulé en boule serrée, et à attraper des campagnols sous un mètre de neige gelée. Il ne s'éloignait jamais de la meute, les suivant comme une ombre, toujours sous le vent. Et il ne s'éloignait jamais de la maison de Jean, décrivant de larges cercles, vérifiant les frontières. Quand Balafré se tourna vers le village, Blanc comprit tout instantanément. Le vent lui apporta l'odeur de leurs intentions. La chimie d'un prédateur est simple. L'adrénaline avant une attaque sans l'acide et le piquant. Ils allaient tuer, et ils n'allaient pas vers les maisons de vacances à la lisière, où vivaient des gens avec des fusils. Ils allaient vers la gorge du loup, derrière laquelle se trouvait la maison forestière isolée. Le cœur de Blanc manqua un battement. Une image lui revint en mémoire, Goliath se levant avec difficulté pour aboyer sur un corbeau. Le vieux père, qui voyait à peine plus loin que le bout de son nez, et Jean, dont le fusil à 2 coups était accroché au mur, déchargé. Ils n'entendront rien. Le vent soufflait de la maison vers la forêt. Ils ne se réveilleraient même pas lorsque les loups forceraient la porte fragile de la grange. Et ensuite, ils s'attaqueraient à la maison. Blanc s'élança. S'il n'avait été qu'un loup, il serait resté à l'écart. La loi de la nature est cruelle. Le faible meurt pour que le fort vive. La meute avait le droit de chasser. Mais Blanc n'était pas seulement un loup. Dans sa poitrine battait un cœur réchauffé près d'un poêle, nourri de potée humaine et d'amour canin. Il ne pouvait pas courir directement derrière la meute. Il l'entendrait et l'intercepterait. Il devait les dépasser, leur couper la route, les prévenir. Il n'y avait qu'un seul chemin, à travers le ravin maudit, un défilé étroit encombré de chablis. C'était dangereux. Les braconniers y posaient souvent des collets, mais cela raccourcissait le chemin de moitié. Blanc volait au-dessus de la neige, la forêt défilant en bandes noires et blanches. Les branches lui fouettaient le museau, mais il ne sentait pas la douleur. Arriver à temps. Il fallait juste arriver à temps. Il voyait déjà la trouée entre les arbres. Là, la clôture familière. Là, la cheminée d'où sortait la fumée. Une faible lumière brillait à la fenêtre. Jean lisait son journal avant de dormir. Il restait 200 mètres. Blanc accéléra, puisant dans ses dernières forces. Il allait surgir près de la maison et hurler, faire aboyer, réveiller Goliath, forcer Jean à sortir avec son fusil. Qu'il lui tire dessus. L'important était d'effrayer la meute. Il sauta par-dessus un bouleau abattu. Ses pattes touchèrent la neige et clic. Le son fut sec et bref, comme un coup de fouet. Et puis le monde explosa dans un éclair de douleur aveuglante. Des mâchoires d'acier, cachées sous la neige, se refermèrent sur sa patte avant droite. Poussé par son élan, Blanc fit encore 1 mètre, mais la lourde chaîne, fixée à un arbre, le tira brusquement en arrière.
Il s'effondra dans la neige, le museau heurtant la croûte gelée. La douleur était si intense que tout devint noir. Un piège à loup, vieux, rouillé, avec des dents. Il avait transpercé les muscles, broyé l'os. Blanc gronda, mordant le fer à pleines dents. Il déchira le métal, brisant ses crocs. Il se débattit comme un poisson sur la glace, faisant voler la neige autour de lui. Le sang chaud, rouge, inonda sa fourrure blanche et le métal noir. En vain. Le ressort était trop puissant. À ce moment, le vent tourna. Sur le côté, à une 50aine de mètres, des ombres grises passèrent. Balafré et sa meute. Il l'avait vu. Balafré s'arrêta une seconde. Il regarda son frère se débattant dans le piège. Dans l'œil jaune du chef, il n'y avait pas de pitié, seulement de la jubilation. Tu as choisi ton destin, traître. Meurs ici. Balafré se détourna et continua sa course vers la maison. Il leur restait 100 mètres. Blanc cessa de se débattre. Il gisait dans la neige, respirant lourdement. Sa patte brûlait comme un feu, ses forces s'en allaient avec son sang. Il voyait les ombres grises s'approcher de la clôture de Jean. Il vit Balafré sauter par-dessus. La maison était silencieuse. Goliath dormait. Jean dormait. Ils ne savaient pas que la mort était déjà à leur porte. Et alors, Blanc fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il leva son museau vers le ciel noir et indifférent. Il inspira l'air glacial, mêlé à l'odeur de son propre sang, et hurla. Ce n'était pas le hurlement de la solitude ni celui de la douleur. C'était un signal d'alarme, un cri de désespoir. Ennemi, père, ennemi. Réveille-toi. Le hurlement, plein d'horreur et d'amour, déchira la nuit glaciale, frappa les murs de la maison, s'infiltra à travers les rondins. Dans la maison de Jean, le vieux chien Goliath ouvrit soudain les yeux. Ses oreilles tressaillirent. Il reconnut cette voix. La voix de son enfant qui criait au secours. Goliath bondit, renversant la gamelle d'eau, et se mit à aboyer d'un aboiement rauque et furieux, se jetant contre la porte. Dans la forêt, Balafré se figea. L'effet de surprise était perdu. Il grimaça de colère en direction de la forêt, d'où hurlait son frère en difficulté. Mais il était trop tard pour reculer. La faim les poussait en avant. Balafré donna l'ordre. À l'attaque. Le hurlement de douleur s'éteignit. Il ne restait plus qu'une respiration lourde et rauque. Blanc gisait dans la neige, étendu de tout son long. Sa patte avant droite était prise dans un étau d'acier. Le froid du métal lui pénétrait jusqu'aux os, mais il ne sentait presque plus la douleur. Le choc et le gel avaient fait leur œuvre, transformant sa patte en un moignon étranger et engourdi. Il tira une fois. 2 fois. Le piège tenait bon. La chaîne, fixée aux racines d'un vieux sapin, se tendit et cliqueta, comme pour se moquer de lui. Le vent apporta de nouveaux sons. Du côté de la maison, à seulement 200 mètres, parvinrent des bêlements de moutons. Des bêlements effrayés, hystériques. Puis un bruit sourd, un craquement de planches et des aboiements. Les aboiements de Goliath, furieux, haletants, mais séniles. Il y avait plus de désespoir que de force. Blanc tressaillit, une image fulgurante traversa son esprit. Balafré arrachant les planches pourries de la grange. Les jeunes loups encerclant la niche. Jean sortant en caleçon dans le froid, essayant de charger son fusil avec des mains tremblantes. Ils allaient mourir. Là, maintenant, pendant qu'ils gisaient ici, enchaînés à cet arbre maudit. Une rage, froide et blanche comme la neige environnante, envahit sa conscience. S'il ne pouvait pas ouvrir le piège, il devait laisser une part de lui-même. C'était un choix terrible. Un choix que seul celui qui a une raison de mourir peut faire. Blanc se redressa sur 3 pattes. Il appuya sa patte gauche saine sur l'arc du piège et tira. D'abord lentement, puis plus fort. La douleur revint. Elle le frappa comme une barre de fer chauffée à Blanc, droit dans le cerveau. Les dents du piège, qui avaient traversé les muscles, déchiraient la chair vive. L'os grinçait contre l'acier. Blanc gémit, mais ne s'arrêta pas. Tout devint noir. Le monde se réduisit à un seul point, une douleur pulsatile dans sa patte. Tire! Hurlait son instinct. Tire, ou ils mourront. Il tira de toutes ses forces,
cambrant le dos, grognant contre la tension. La peau se déchira. Les tendons se tendirent comme des cordes et commencèrent à se rompre, un par un. Le sang jaillit sur la neige en un flot noir et chaud. Ce n'était pas assez. L'os large de l'articulation, ne passait pas à travers la fente étroite des mâchoires refermées. Alors Blanc fit ce qui aurait fait détourner les yeux à la lune elle-même. Il mordit sa propre patte. Juste en dessous du piège. Il ne rongeait pas l'os, il rongeait la chair engourdie et coincée, s'aidant à se libérer. Il se déchira lui-même comme un ennemi. Un craquement, un gémissement se transformant en râle. Une traction. Il fut projeté en arrière dans une congère. Le piège claqua, vide, si ce n'est de quelques morceaux de peau ensanglantés et d'une griffe arrachée. Blanc était libre. Il tenta de se relever et tomba aussitôt. Sa patte droite ne le soutenait plus. Elle pendait, inerte, mutilée, couverte de sang, les muscles à vif. La douleur était si intense que son cœur battait la chamade. N'importe quelle autre créature à sa place aurait rampé sous un sapin pour y mourir d'un choc traumatique. Mais de la maison retentit un coup de feu. Un seul, sourd. Puis le silence. Et ensuite, le hurlement triomphant de la meute. Blanc bondit. Il ne sentait plus sa patte. Il ne sentait plus son corps. Une seule force le mouvait, la force d'un amour sacrificiel et fou. Il se mit à courir sur trois pattes, boitant, tombant, laissant derrière lui une large traînée rouge. Il volait à travers la forêt, vers la maison. Dans la cour de Jean, c'était l'enfer. La meute avait agi intelligemment. Balafré savait ce qu'il faisait. Deux jeunes loups distrayaient le chien. Ils tournaient autour de la niche, empêchant Goliath de sortir à découvert. Le vieux chien, haletant, faisait des feintes, mais les loups étaient plus rapides. Ils le mordaient aux pattes arrière, aux flancs, l'épuisant, le forçant à tourner sur place. Balafré lui-même et deux autres loups s'attaquaient à la porte de la grange. Les planches, pourries par le temps, cédèrent rapidement. Balafré arracha la planche du bas, et par la fente ainsi créée, une bouffée d'odeur de terreur ovine s'échappa. À l'intérieur, les moutons s'étaient blottis les uns contre les autres, fous de peur. À ce moment, Jean surgit sur le porche. En bottes d'hiver sur pieds nus, son manteau grand ouvert, un fusil à deux coups à la main. Dehors! Dehors, sale bête! Hurla-t-il en épaulant son arme. Ses mains tremblaient. L'obscurité, les ombres fuyantes, la peur pour Goliath, tout cela l'empêchait de viser. Jean aperçut une ombre près de la grange. Il tira. La chevrotine souleva la neige à 1 mètre de Balafré. Le chef ne bougea même pas. Il tourna simplement la tête et montra les crocs. Le deuxième canon fit long feu. Le déclic sec du percuteur sonna comme une condamnation. Merde. Jean commença frénétiquement à casser son fusil pour le recharger. Les cartouches lui glissèrent des doigts gelés et tombèrent dans la neige. Balafré gronda sourdement. Il laissa la grange. Un homme avec un fusil était plus dangereux, mais en cet instant, cet homme était désarmé et faible. Le chef se mit à avancer lentement vers le porche. « Goliath !» cria Jean, fouillant la neige de ses mains à la recherche d'une cartouche. Le vieux chien entendit l'appel de son maître. Oubliant la douleur, oubliant les jeunes loups qui lui déchiraient les flancs, Goliath se jeta pour couper la route au chef. C'était une charge suicidaire. Goliath percuta Balafré, le déséquilibrant. Mais les forces étaient inégales. Balafré était au sommet de sa forme, un tueur au réflexe parfait. Goliath, un vieillard décrépit. Balafré roula, passa sous le chien et referma ses mâchoires sur sa nuque. Goliath poussa un cri aigu, un craquement se fit entendre. Balafré le rejeta comme un chiffon. Le chien roula dans la neige et s'immobilisa, essayant de se relever, mais ses pattes dérapaient. Le chemin vers Jean était libre. Le vieil homme avait enfin trouvé une cartouche, il la poussait dans le canon avec des doigts tremblants. Balafré se ramassa pour bondir. Il y avait 3 mètres jusqu'à la gorge de l'homme. Un seul saut. Jean referma son fusil, le leva. Trop tard. Balafré s'était déjà détaché du sol. Un éclair gris volait droit vers la poitrine du vieil homme. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Sur le côté, de l'obscurité,
près de la clôture, surgit une autre bête. Elle était terrifiante, couverte de sang, avec une patte pendant en lambeaux, et des yeux brillants d'un feu blanc de folie. Elle percuta Balafré en plein vol. L'impact fut si violent que les deux loups furent projetés contre le tas de bûches, dispersant le bois. Jean abaissa son fusil, n'en croyant pas ses yeux. Blanc, souffla-t-il. Sur la neige, entre le vieil homme et la meute, se tenait son loup. Il se tenait sur 3 pattes. La 4e, la droite, était repliée, et de celle-ci goûtait un sang épais et sombre, brûlant la neige. Ses flancs se soulevaient, de la bave sanglante sortait de sa gueule, mais il ne tombait pas. Il se tenait là, protégeant de son corps Jean et Goliath étendus. Balafré se releva du tas de bois. Il s'ébroua, regarda son frère. Le regard du chef avait changé. Le mépris avait disparu. La prudence et le respect étaient apparus. Non, pas le respect. La compréhension que la chasse ne serait pas facile. Balafré émit un grognement bref. Les jeunes loups abandonnèrent la grange et se placèrent derrière leur chef. 4 contre un estropié. Blanc ne fit pas un bruit. Il se contenta de montrer les crocs et de baisser la tête, se préparant pour la dernière bataille de sa vie. Il savait qu'il allait mourir, mais il savait aussi qu'il les emporterait avec lui. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Dans la cour, inondée de lumière lunaire et zébrée d'ombre, régnait un silence où l'on n'entendait que la respiration lourde des bêtes et les battements du cœur du vieil homme. 4 contre un estropié et un vieillard avec un fusil. Balafré n'était pas pressé. C'était un stratège expérimenté. Il voyait trembler la patte avant droite de Blanc, transformée en un amas sanglant. Il comprenait que ce géant blanc et puissant ne tenait plus que par l'adrénaline. Il suffisait de faire durer le combat, et il tomberait de lui-même. Le chef émit un son bref et sec. Un ordre. Les 3 jeunes loups bondirent simultanément. Pas de front. Ils se dispersèrent en éventail. 2 attaquèrent Blanc sur les flancs, un se précipita vers le porche pour isoler l'homme. Arrière! Hurla Jean, un coup de feu claqua. Dans l'obscurité, l'éclair de la détonation aveugla tout le monde un instant. La chevrotine frappa le sol gelé devant le museau du jeune loup qui s'était élancé vers le vieil homme. La bête gémit de peur, fit un bond de côté, glissa, mais l'action principale se déroulait au centre de la cour. Blanc accepta le combat. Il ne pouvait pas manœuvrer. Sur 3 pattes, perdant son sang, il s'était transformé en une forteresse immobile. Quand le premier loup bondit de la gauche, visant le flanc, il ne tenta pas de l'esquiver, mais le percuta. Il utilisa le seul avantage qui lui restait, sa masse monstrueuse et la force de l'impact avec son épaule saine. Un bruit sourd de corps qui s'entrechoquent. Le jeune loup fut projeté, roulant dans une congère, gémissant de ses côtes meurtries. Mais aussitôt, le deuxième loup s'agrippa à la patte arrière de Blanc, essayant de lui sectionner le tendon. Blanc pivota, claquant des mâchoires, mais ne l'atteignit pas. Sa patte avant blessée céda, et il tomba sur un genou. L'ennemi changea immédiatement de prise, visant le flanc. Balafré observait. Il attendait le moment de porter le coup décisif. Il voyait que son frère faiblissait. Blanc était un lion encerclé par des hyènes. Il grognait, se défendait. Ses mâchoires fonctionnaient comme un piège, mais les ennemis étaient trop nombreux. Et c'est alors que la réserve entra en jeu. Goliath gisait près du tas de bois, là où Balafré l'avait projeté. Le vieux chien avait une côte cassée, des cercles rouges dansaient devant ses yeux. Respirer était douloureux. La vieillesse lui murmurait, « Reste couché, tu as fait ton temps. Ferme les yeux et repose-toi. » Mais à travers le voile de la douleur, il vit 2 silhouettes grises déchirer son fils adoptif, celui-là même qu'il avait réchauffé de son flanc, celui qui venait de sacrifier sa patte pour sauver leur foyer. Dans les yeux troubles du vieux berger du Caucase s'alluma une dernière étincelle de fureur. Le sang ancien des chiens de protection, dont les ancêtres avaient étranglé des loups dans les montagnes pendant des siècles, se mit à bouillir. Goliath ne se leva pas. Il se souleva. Avec un grognement rauque et gargouillant, semblable à un tracteur en marche, l'énorme carcasse poilue se dressa de la neige. Il ne pouvait pas courir. Il se jeta dans un dernier saut lourd, y mettant le reste de sa vie. Il s'abattit sur le loup qui rongeait la patte arrière de Blanc. Crac. Les mâchoires de Goliath, malgré des crocs usés, possédaient une force de serrage monstrueuse.
Il saisit le loup par la colonne vertébrale et serra. Le jeune prédateur hurla à la mort, lâchant Blanc, et se débattit sous le poids de l'énorme chien. Blanc, sentant la libération, se retourna instantanément. Il vit son père. Goliath écrasait son ennemi, mais par derrière, le loup que Jean avait effrayé d'un coup de feu fonçait déjà sur lui. « Goliath, derrière toi !» cria Jean, désespéré, essayant de recharger son fusil avec des mains tremblantes. La cartouche s'était coincée. Blanc s'élança pour l'aider, mais Balafré lui barra la route. Le chef comprit que c'était le moment. Balafré frappa, rapide comme l'éclair. Il ne mordit pas. Il percuta de la poitrine l'épaule blessée de Blanc, le faisant tomber. Blanc s'effondra dans la neige sanglante, suffoquant de douleur, et Balafré, sautant par-dessus lui, se retrouva près de Goliath. Le vieux chien était occupé avec le jeune loup. Il ne vit pas le chef. Balafré était un bourreau. Il savait où frapper. Une seule morsure précise et chirurgicale au cou, là où les vertèbres rejoignent le crâne. Goliath tressaillit de tout son corps. Son grognement se brisa sur une note aiguë. Sa prise se relâcha. L'énorme corps du chien devint mou et s'affaissa lourdement dans la neige. Non. Le cri de Jean couvrit le bruit du combat. Le vieil homme jeta son fusil inutile et saisit la hache plantée dans le billot. « Je vais tous vous tuer, tous. » Il courut dans la mêlée, brandissant la hache, fou de chagrin. Les loups reculèrent. Une bête craint l'homme enragé. Les jeunes loups, gémissant, rampèrent vers la clôture. L'un traînait les pattes arrière, un cadeau de Goliath, l'autre secouait sa tête contusionnée. Au centre de la cour gisaient deux corps. Goliath. Il était couché sur le flanc, calme, tranquille, comme s'il dormait. Le sang colorait lentement la neige sous sa tête en noir. Et Blanc. Blanc se releva. Il avait vu. Il avait vu Balafré tuer celui qui lui avait tenu lieu de mère. La douleur de sa patte mutilée disparut. La peur disparut, les sons disparurent. Le monde devint noir et blanc. Il ne restait plus qu'un seul objectif. Balafré se tenait à 3 mètres, se léchant les babines. Il avait gagné. Il avait éliminé l'obstacle. Il ne restait plus qu'un estropié et un vieillard fou. Le chef regarda Blanc avec triomphe. « Tu vois, disait son regard. Voilà le prix de ta bonté. Les faibles meurent. » Blanc baissa lentement la tête. De sa gorge commença à monter un son qui fit même Jean, la hache levée, se figer et reculer. Ce n'était pas un grognement, c'était une vibration qui faisait trembler l'air. Le son d'une haine absolue, pure, cristalline. Il fit un pas vers Balafré, boitant, traînant sa patte ensanglantée. Mais dans ses yeux brûlait une flamme si froide que Balafré, pour la première fois cette nuit-là, recula. Le chef sentit que devant lui ne se tenait pas son frère, mais la mort venue réclamer son dû. La meute se tut. La loi de la forêt disait, quand deux alphas se rencontrent, personne n'ose s'interposer. C'était la finale. Frère contre frère. Les deux bêtes se faisaient face au centre de la cour baignée de lune. Autour, la dévastation, la porte de la grange défoncée, le tas de bois dispersé, des taches de sang sur la neige et le corps du vieux chien qui n'ouvrait plus les yeux. Ce n'était pas une simple lutte pour le territoire, c'était une guerre entre deux mondes. Balafré était l'incarnation de la force sauvage et primitive, énorme, sûr de lui, n'ayant jamais connu la défaite. Il se déplaçait avec aisance, rebondissant sur ses 4 pattes saines. Il sentait l'odeur du sang émanant de son frère, et cette odeur l'enivrait. Un loup blessé est un loup mort. C'est la loi de la forêt. Blanc était différent. Il se tenait en appui sur sa patte avant saine, la droite mutilée repliée. Il était immobile comme un roc. Il ne gaspillait pas son énergie en grognements ou en feintes inutiles. Son regard n'était pas dirigé vers la gorge de son ennemi, mais droit dans ses yeux. Dans ce regard, il n'y avait pas la peur d'une victime. Il y avait un calcul glacial, humain. Balafré attaqua le premier. Il décida de ne pas prendre de risque et d'épuiser l'estropié. Le chef fit une fausse attaque, se jetant vers la gorge, mais au dernier moment, il plongea et mordit Blanc à la patte gauche saine. Blanc tressaillit, perdit l'équilibre et tomba sur le flanc. Balafré fut aussitôt sur lui, cherchant à s'agripper à sa nuque. Jean,
qui se tenait près du porche avec sa hache, poussa un cri, prêt à se lancer dans une attaque suicidaire. Mais Blanc n'était pas une victime ordinaire. Des années de jeu avec Goliath lui avaient appris ce que les loups sauvages ignorent. Comment se battre couché sur le dos. À peine Balafré se pencha-t-il sur lui que Blanc projeta ses pattes arrière en l'air, les appuya contre le ventre de son frère et les déplia brusquement. C'était une prise de lutteur. Balafré, ne s'attendant pas à cela, vola par-dessus la tête de Blanc et s'écrasa le dos contre la clôture avec un bruit sourd. Blanc se releva aussitôt. Il avait mal. Chaque mouvement se répercutait dans sa patte mutilée comme un éclair de feu. Mais il ne pouvait pas se permettre de rester couché. Balafré se releva en s'ébrouant. Le choc contre la clôture n'avait fait que l'enrager. De la bave coulait de sa gueule. Les jeux étaient terminés. Il chargea de front. Le chef prit de l'élan, mettant dans son seau toute sa masse et sa fureur. Il volait comme un boulet de canon gris, visant la poitrine. À cet instant, Blanc aperçut du coin de l'œil le corps de Goliath. Une colline grise et immobile dans la neige. Celui qui l'avait instruit, nourri, réchauffé, celui que ce monstre venait de tuer. Une rage brûlante et aveuglante inonda la conscience de Blanc. Il n'esquiva pas. Il fit ce qui contredisait l'instinct de conservation. Il sauta à sa rencontre. Sur une seule patte avant-scène. Ils se heurtèrent en l'air avec un bruit écœurant de chair contre chair. Ils tombèrent dans la neige en une seule boule. Balafré était plus fort, mais Blanc était plus fou. Balafré essayait d'atteindre la gorge, mais Blanc offrit son épaule mutilée à la morsure. Les crocs du chef s'enfoncèrent dans la chair déjà lacérée. Blanc ne tressaillit même pas. Il avait sacrifié son bras pour gagner une position. Pendant que Balafré lui déchiquetait l'épaule, Blanc se contorsionna et referma ses mâchoires. Pas sur la gorge. Sur le museau de son frère. C'était une prise terrible. La mâchoire supérieure s'enfonça près des yeux, l'inférieure sous la mâchoire de Balafré. Blanc serra les dents. Balafré hurla, un son étouffé par sa propre gueule prise dans un étau. Il se mit à frapper de ses pattes arrière, éventrant le ventre de Blanc, mais celui-ci ne desserrait pas sa prise. Blanc se releva, soulevant de terre Balafré qui secouait la tête. Une traction, puis une autre. Il traînait le chef comme une poupée de chiffon vers l'endroit même où gisait Goliath. Balafré, aveuglé par la douleur et l'horreur, perdit son orientation. D'un mouvement brusque, Blanc jeta son frère à terre, juste aux pattes du chien mort. Balafré tenta de se relever, mais Blanc était déjà sur lui. La gorge du chef était maintenant exposée. Balafré se figea. Il baissa la queue. Il se coucha sur le dos, offrant son cou. La posture de la soumission. Je me rends. Tu as gagné. Ne me tue pas. Dans la forêt, cela aurait fonctionné. La loi de la meute interdit de tuer un adversaire vaincu s'il a reconnu sa défaite. Balafré le savait. Il comptait sur l'instinct. Mais Blanc le regardait de haut, et dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié de loup. Il y avait une soif de justice humaine. Il se souvenait de Goliath. Il se souvenait de ce que Balafré avait fait à celui qui ne pouvait pas se défendre. Pour Blanc, cette loi n'existait plus. Il montra les crocs, un son sourd, terrifiant, et d'un mouvement bref et sec, il referma ses mâchoires sur la gorge de son frère. Un craquement se fit entendre. Balafré fut secoué de convulsions et s'immobilisa. L'œil jaune du chef, dans lequel l'étonnement s'était figé, se couvrit lentement d'une pellicule de glace. Blanc se tenait au-dessus du cadavre de son frère. De ses blessures coulait du sang, se mêlant à celui de son ennemi. Il respirait lourdement. De la vapeur s'échappait de sa gueule en nuages. Il leva la tête et regarda les trois loups restants. Ils se tenaient près de la clôture, les oreilles basses. Ils avaient vu la mort de leur chef. Ils avaient vu la force de celui qui l'avait tué. Un des jeunes loups, le plus grand, fit un pas en avant. Il baissa la tête jusqu'au sol, rentra la queue et gémit doucement. Les autres firent de même. Ils reconnaissaient le nouvel alpha. Ils attendaient un ordre. Mais Blanc ne les regardait pas. Il n'avait pas besoin d'une meute d'assassins. Il émit un grognement bref et sec, secouant la tête en direction de la forêt. Dehors. Les loups tressaillirent. Ils ne s'attendaient pas à ça.
le nouveau chef les chassait. Mais l'ordre était clair. Ils se retournèrent et, la queue entre les jambes, se fondirent silencieusement dans la nuit, emportant avec eux la peur de cette cour. Blanc resta seul. L'adrénaline commençait à se dissiper, et avec elle, ses forces. La douleur s'abattit sur lui comme une dalle de plomb, ses pattes cédèrent. Blanc chancela et s'effondra lourdement dans la neige, juste à côté du corps de Goliath. Il posa sa tête ensanglantée sur le flanc du vieux chien et ferma les yeux. Jean, qui était resté tout ce temps avec sa hache, la laissa tomber de ses mains. La hache heurta sourdement le plancher du porche. Le vieil homme descendit lentement dans la cour. Ses jambes ne le portaient plus. Il tomba à genoux devant les deux corps, le gris et le blanc. Le silence était revenu dans la forêt. Un silence terrible, assourdissant. L'aube sur la forêt se leva avec une lenteur douloureuse. Le ciel à l'est se teignit d'une couleur pourpre, comme s'il reflétait ce qui gisait sur la neige dans la cour du forestier. Les premiers rayons du soleil éclairèrent une scène effroyable. La neige noire et piétinée, des taches de sang déjà couvertes d'une fine couche de glace, la porte de la grange défoncée et 3 corps immobiles. Celui d'un loup mort à la gorge tranchée, et les 2 autres, les défenseurs de cette maison. Jean était toujours à genoux. Le gel lui mordait les joues, ses pieds nus dans ses bottes, mais il ne sentait pas le froid. Il regardait Goliath. Le vieux chien était couché sur le flanc, le cou étiré de manière anormale. « Mais comment, mon frère ?» murmura le vieil homme. Sa voix se brisa et devint un grincement. « Toi et moi, on était » J'entendis une main tremblante pour fermer les yeux du chien, toucha la fourrure rêche de sa paupière et retira sa main. Une chaleur. Faible, à peine perceptible, mais une chaleur. Sous ses doigts, là où le cou rejoignait la poitrine, quelque chose tressaillit. Toc. Une pause. Toc. Vivant, souffla Jean. Vivant, le bougre. Il palpa frénétiquement le cou du chien. Celui des bergers du Caucase était épais comme une armure, et en dessous, une couche de graisse et de muscles. Les crocs de balafré avaient déchiré la peau, atteint la chair, mais n'avaient pas touché l'artère. Le sang avait coagulé, arrêtant l'hémorragie. Goliath était dans un profond coma dû au choc traumatique, mais son cœur, son vieux cœur usé, refusait d'abandonner. Jean se précipita vers Blanc. Là, c'était bien pire, bien pire. Blanc gisait dans une mare de son propre sang. Sa patte droite n'était qu'un amas d'os et de tendons. Son ventre était lacéré par les griffes de balafré. La blessure n'était pas profonde, les intestins étaient intacts, mais il avait perdu énormément de sang. La respiration du loup était superficielle, rapide, sifflante. Jean bondit, oubliant sa douleur au dos. Interdit de mourir, vous entendez? Je ne vous le permets pas. Une force insoupçonnée, celle qui pousse les hommes à accomplir l'impossible, s'éveilla en lui. Il attrapa Goliath par les pattes arrière et le traîna, à bout de force, jusqu'à la maison. 60 kilos de poids mort. Jean haletait, jurait, glissait sur la glace ensanglantée, mais il réussit à traîner le chien dans l'entrée, puis dans la cuisine chaude, près du poêle. Il retourna ensuite chercher Blanc. Le loup était plus lourd, et chaque mouvement lui causait de la douleur, même dans son inconscience. La bête gémissait doucement à travers ses dents serrées. « Tiens bon, mon fils, tiens bon !» marmonnait Jean, en traînant l'énorme prédateur sur le tapis tissé à la main. La maison s'emplit aussitôt d'une odeur de chien, de sang et de fer. Jean se rua vers l'armoire, sortit une trousse de premiers secours, de l'iode, des bandages, de l'alcool, une grosse aiguille et du fil solide qu'il utilisait pour recoudre ses bottes. Il sortit une bouteille d'eau-de-vie maison. « D'abord toi. » Il versa de l'eau-de-vie sur la blessure de Blanc. Le loup tressaillit, mais n'ouvrit pas les yeux. Jean se mit à coudre. Ses mains, qui tremblaient de chagrin quelques instants plus tôt, travaillaient maintenant avec la précision d'un chirurgien. Point après point. Il recousit l'épaule, rapprocha les bords de la plaie sur le ventre. Pour la patte, c'était pire. Il n'y avait rien à recoudre. L'os était broyé. Jean fit un bandage serré, utilisant des éclats de bois comme attelle. « Si tu survis, tu seras boiteux », murmurait-il en s'essuyant le front. Mais vivant. Vivant. Il s'occupa ensuite de Goliath, nettoya ses plaies, lui versa dans la gueule une cuillère d'eau-de-vie avec du sucre.
Le chien déglutit par réflexe, tout ça, mais ne reprit pas connaissance. Il ne termina qu'à midi. La maison ressemblait à une infirmerie. Partout, des chiffons ensanglantés. Jean était assis par terre, entre les deux bêtes. Il n'avait même plus la force de se lever. Il regardait Blanc. Le loup respirait de plus en plus faiblement. Sa poitrine se soulevait à peine. Ses yeux jaunes étaient mi-clos, mais recouverts d'un voile trouble. Jean lui caressa la tête. « Pardonne-moi, » dit doucement le vieil homme. « Pardonne-moi d'avoir voulu te tuer quand tu étais petit. Je pensais que tu n'étais qu'une bête. Et voilà que tu es plus humain que nous. » Une larme, une seule, roula sur sa joue mal rasée et tomba sur la fourrure grise. « Pourquoi es-tu revenu? Tu aurais pu vivre dans la forêt, devenir un chef de meute. Et maintenant, pour nous, deux vieux imbéciles, tu as donné ta vie. » Blanc inspira soudain profondément. Son corps se tendit, se cambra et se relâcha. L'air sortit de ses poumons avec un sifflement. Et le silence se fit. Jean se figea. Il colla son oreille à la poitrine du loup. Silence. Il approcha un miroir de son nez. Le verre resta clair, sans buée. Le cœur du vieil homme se brisa. « Non, » murmura-t-il. « Blanc, ne pars pas. Allez, respire. » Il se mit à appuyer sur sa cage thoracique, essayant de faire repartir le cœur. 1, 2, 3. Les côtes du loup cédaient élastiquement. « Respire, salaud. Respire !» criait Jean, les larmes coulant maintenant à flot. 1 minute, 2, 5. Rien. L'énorme corps commençait à refroidir. L'œil ambré fixait le plafond, vide et sans vie. Jean s'écarta. Il était assis par terre, regardant ses mains ensanglantées. Dans la maison, on n'entendait plus que la respiration lourde et sifflante de Goliath. L'un avait survécu, l'autre avait payé le prix. Le vieil homme se leva lentement, ses jambes étaient en coton. Il s'approcha du crucifix dans le coin, se signa, mais aucune prière ne lui venait à l'esprit. Seulement une rancœur sourde et noire envers le ciel. « Pourquoi ? » demanda-t-il au vide. « Tu aurais mieux fait de me prendre, moi. » Il enfila son manteau, prit une barre à mine et une pelle dans l'entrée. Le sol de la cour était gelé sur 1 mètre. Il faudrait creuser longtemps. Jean sortit sur le porche. Le cadavre de Balafré était déjà recouvert par la poudrerie. Le vieil homme passa à côté sans même cracher. L'ennemi était mort, et ce n'était plus à un homme de le juger. Jean choisit un endroit sous un vieux pin, où Blanc aimait s'allonger chiot, rongeant des pommes de pin. Il frappa le sol avec la barre à mine. Le tintement du métal sur la terre gelée résonna comme un glas funèbre. « Dors, mon fils, haleta Jean, levant à nouveau la barre. Je vais te faire une maison éternelle. Plus personne ne te touchera. Ni les pièges, ni les loups, ni les hommes. » Un coup. Un autre coup. Des étincelles jaillissaient des pierres. Le vieil homme piochait la terre, déversant dans cet effort toute sa douleur. Il n'entendit pas, dans la maison, sur le tapis près du poêle, le corps mort tressaillir. Il ne vit pas la poitrine de Blanc faire un mouvement convulsif, à peine perceptible, aspirant une infime bouffée d'air. Jean creusait une tombe, et dans la maison, la vie, têtue et insondable, décidait de livrer un dernier combat contre la mort. La fosse était prête. Une plaie noire et rectangulaire sur le corps blanc de l'hiver. Jean jeta la barre à mine, s'essuya le front avec la manche de son manteau et regarda longuement au fond de ce trou. On aurait dit qu'il l'avait creusé non pas pour le loup, mais pour lui-même, pour son espoir qui était mort à l'aube. Le soleil déclinait déjà, colorant la neige d'un violet inquiétant. Le gel se renforçait. « Il est temps », se dit-il. Jean entra dans la maison, laissant entrer des volutes de vapeur glaciale. À l'intérieur, il faisait une chaleur étouffante et ça sentait les médicaments. Goliath, entendant les pas de son maître, essaya de lever la tête, mais il n'en eut pas la force. Il frappa seulement faiblement le sol de sa queue. Jean s'approcha de Blanc. Le loup gisait dans la même position, étendu. Immobile, énorme. Le sang sur les bandages avait séché et noirci. Le vieil homme s'agenouilla, les mains tremblantes. Le plus terrible l'attendait, soulever ce corps lourd et refroidi,
le sortir de cette maison devenue la sienne, et le déposer dans la terre gelée. « Pardonne-moi, mon grand, murmura Jean, glissant ses mains sous la lourde carcasse. Je n'ai pas su te protéger, pas su, il se tendit, soulevant le loup. La tête de Blanc retomba en arrière, inerte. Sa gueule s'entr'ouvrit. Jean fit un pas vers la porte. Et s'arrêta brusquement. Goliath. Le vieux chien à moitié mort se mit soudain à grogner. Ce n'était pas le gémissement plaintif par lequel on accompagne les défunts. C'était un grognement rageur, exigeant. Le chien essayait de se lever, grattant le sol de ses griffes. Il regardait Jean, et dans ses yeux troubles, on pouvait lire « Pose-le. On ne l'abandonnera pas. » Doucement, Goliath, doucement, sanglota Jean. C'est fini. Il a fini de souffrir. Mais Goliath ne se calmait pas. Il rampa jusqu'au pied de son maître et frotta son nez contre la patte pendante de Blanc, celle qui était mutilée, et se mit à la lécher. Jean voulut repousser le chien, mais c'est alors qu'il le sentit lui-même. À travers le tissu épais de son manteau, pressé contre le flanc du loup. Un battement. Faible, comme le frémissement d'un papillon. Une pause, longue comme l'éternité. Et de nouveau, un battement. Jean se figea, n'osant plus respirer. Il crut un instant que c'était peut-être son propre cœur qui battait dans sa poitrine. Il reposa lentement le corps du loup sur le tapis, retira son bonnet, colla son oreille contre la poitrine velue. Là, au plus profond de l'énorme bête, la vie couvait comme une minuscule braise. Elle s'éteignait, puis se ravivait. Le cœur battait par intermittence, avec difficulté, mais il battait. Tu mens, murmura Jean en levant des yeux fous vers le crucifix. Tu mens, la faucheuse, tu ne l'auras pas. Il se précipita vers le poêle, attrapa une bouteille d'eau tiède, une seringue, des ampoules qu'il gardait pour les mauvais jours. La deuxième bataille commença. Non pas contre des loups, mais contre la mort. Jean piquait, abreuvait, frictionnait, réchauffait de son propre corps. Il jurait, priait, menaçait. Et Goliath restait couché à côté, dos contre dos avec son frère, lui donnant sa dernière chaleur de chien. Une année passa. Le printemps arriva dans la forêt, bruyant et éclatant. Les ruisseaux emportaient les traces de cet hiver terrible, brisant la glace sur la rivière. Sur le porche de la maison forestière était assis un vieil homme. Jean avait beaucoup vieilli cette année-là. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, et ses mouvements avaient perdu de leur assurance. Il fumait une cigarette roulée, plissant les yeux au soleil. À côté de lui, il n'y avait personne. Goliath était parti un mois plus tôt. Le vieux chien s'était éteint doucement dans son sommeil, ayant accompli son devoir jusqu'au bout. Il avait attendu le printemps, s'était assuré que la forêt était calme, et avait simplement cessé de respirer. Jean l'avait enterré sous ce même pin où il avait un jour creusé une tombe pour un autre. Mais Jean n'était pas seul. La porte grinça. Sur le porche, marchant lourdement, sortit une bête. C'était Blanc. Il avait changé. Il n'était plus ce prédateur rapide et parfait qui volait au-dessus de la neige. Il lui manquait la patte avant droite jusqu'au coude, Jean avait finalement dû amputer la partie nécrosée pour lui sauver la vie. Une cicatrice traversant toute son épaule était restée comme une bande blanche sur sa fourrure, là où les poils n'avaient jamais repoussé. Un loup à trois pattes. Il se déplaçait avec difficulté, s'appuyant sur son moignon. Mais dans sa posture, il y avait toujours de la puissance. Un roi infirme. Blanc s'approcha de Jean et, avec un lourd soupir, s'allongea à ses pieds, posant son énorme tête sur les bottes du vieil homme. Jean posa une main sur sa nuque, plongeant ses doigts dans la fourrure épaisse. « Il te manque » demanda le vieil homme. Blanc ferma les yeux et renifla doucement. Il lui manquait. Il leur manquait à tous les deux. Au village, ils étaient devenus une légende. Les chasseurs racontaient à voix basse autour des feux de camp l'histoire du fantôme blanc, un loup géant à trois pattes qui gardait la maison du forestier. On disait que les meutes sauvages contournaient son territoire sur 10 kilomètres. Que les bêtes sentaient qu'ici vivait celui qui avait vaincu la mort. Les braconniers avaient peur de s'aventurer dans ce vallon. On disait que le forestier avait pour partenaire un loup-garou qui comprenait le langage humain. Mais la vérité était plus simple et plus terrible que n'importe quel conte. Jean regardait la forêt. Elle ne lui semblait plus hostile. « Tu sais, Blanc, »
dit le vieil homme en regardant dans les yeux ambrés du loup. Les gens disent que l'homme est un loup pour l'homme. Ce sont les mauvaises personnes qui disent ça. Mais moi, je nous regarde, toi et moi. Blanc leva la tête. Dans son regard, il y avait un abîme de sagesse. Le regard d'une créature qui était morte par amour et avait tué pour sa famille. Je nous regarde et je pense, si les hommes savaient être des loups comme toi, s'ils se souvenaient du bien comme toi, on n'aurait pas besoin de paradis sur terre. J'en finis sa cigarette, l'écrasa. Bon, allons voir Goliath. Le vieil homme se leva, s'appuyant sur une canne. Le loup se dressa sur ses 3 pattes. Ils descendirent du porche et marchèrent lentement vers le grand pin au bord de la gorge. Le vieil homme et le loup, 2 estropiés, 2 parias, les 2 êtres les plus proches dans cette forêt infinie. Le vent soufflait dans la cime des sapins, leur chantant une chanson non pas de sang et de faim, mais de fidélité plus forte que la mort, de la loi d'une meute où ils n'étaient que 2, mais qu'il était impossible de vaincre.